Qui reçoit aujourd'hui professeur Abdourahmane Thiam, agrégé en sciences politiques, par ailleurs chef du département Sciences Po à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci professeur Thiam d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Binta. Nous recevons également Dr Moussa Mbow, enseignant-chercheur spécialiste des sciences de l'information et de la communication, formateur section communication à l'UGB, l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci Dr Mbow d'être venu. Merci Binta. La bonne gouvernance ou la gouvernance politique, 60 ans après les indépendances, semble rester en l'état au vu de son évolution, sa trajectoire, pas de rupture dans la façon d'exercer des dirigeants africains en général et du Sénégal en particulier, professeur Thiam. Quelle explication faut-il en faire? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation. Et saluer en même temps mon co-débatteur, Dr Mbow. Je pense que ce n'est pas la première fois que je sois invité à cette émission Remue Ménage pour vous dire que c'est un plaisir donc d'être toujours dans cette maison. Merci. Et je voudrais en même temps saluer votre président directeur général, M. Youssou N'Dour, le directeur de la radio également, El Hadj Assane Gueye, et tous vos confrères. Saluer aussi les auditeurs qui nous écoutent, de la RFM. Pour revenir à votre question, je pense que le problème donc, de l'historicité de l'État, si on peut dire même d'abord la sociologie de l'État, a été posé depuis 1917 donc, par Max Weber donc, devant un parterre en public composé de personnalités politiques et académiques où il va soulever la question de la sociologie de l'État. C'est-à-dire qu'on peut analyser le phénomène étatique donc, au-delà donc, de la perspective juridique. Vous voyez, qui considère donc l'État comme donc un phénomène historique. Vous voyez. Donc dans ce cadre, Weber a essayé de montrer dans son analyse que l'État pourrait donc nous permettre de comprendre un certain type de relation, donc de relation de domination, donc qui s'instaure donc entre les différents acteurs donc qui le composent. Donc à partir de là, donc il est important donc de poser donc cette problématique de l'État d'une manière générale, mais aussi essayer de le contextualiser. Donc dans le cadre africain par exemple, parce que en tout cas nous en tant que chercheurs, notre devoir c'est de contextualiser le concept. Donc au-delà de l'universalisme, il faut toujours relativiser. Donc la question de l'État soulève donc cette notion d'historicité, c'est-à-dire comment l'État a été transposé dans des aires extra-occidentales comme l'Afrique, l'Asie, etc. Donc de ce point de vue, on voit que l'État idéal, donc dans sa conception idéale, n'a pas revêtu donc, la même forme que dans ces aires géographiques. C'est pourquoi il y a beaucoup de qualificatifs qui vont être donnés à cet État, notamment l'État en Afrique par Jean-François Bayard. Pourquoi il dit l'État en Afrique? Avant, l'État au Cameroun d'abord. Vous voyez, Jean-François Médard qui va parler de l'État néopatrimonial. Oui. Vous voyez, donc voilà donc, un tas de qualificatifs qu'on va donner à l'État. Oui, justement, nous allons revenir tout à l'heure sur cet État néopatrimonial, cette malgouvernance, Dr Mbow, notée à travers les rapports des corps de contrôle de l'État que l'on n'exploite pas ou que l'on instrumentalise, de Senghor à Abdou Diouf en passant par Abdoulaye Wade. On a comme l'impression que Macky Sall est venu à son tour faire du copier-coller. Oui, bonjour Binta. Et donc, permettez-moi d'abord de saluer mon co-débatteur, M. Thiam, de saluer également les responsables de la radio RFM, de saluer également les auditeurs
de la RFM en général et les auditeurs de l'émission Remue Ménage en particulier. Donc les fidèles auditeurs de l'émission. Voilà, donc votre question, elle est très importante parce que, effectivement, tous les présidents qui ont eu à se succéder, à occuper effectivement le pouvoir au Sénégal, ont plus ou moins montré leur volonté de vouloir effectivement moraliser un certain nombre de pratiques à travers la mise sur pied d'un certain nombre de corps de contrôle. Et ces corps de contrôle, que ça soit créé avec Abdou Diouf, que ça soit l'OFNAC avec Macky Sall, on peut citer aussi l'IGE, on peut également parler de la Cour des comptes. Oui. Tout ça, ce sont des corps de contrôle. Et de la RMP aussi. La RMP, oui, l'autorité de régulation des marchés publics. Tout cela, ce sont des corps qui sont là pour éviter effectivement des pratiques de malversation, de corruption, etc. Mais on a comme l'impression que ce sont des coquilles vides, à mon avis, parce que la plupart de ces corps de contrôle, on se demande s'ils exercent véritablement leur travail, leur rôle, parce qu'on a de plus en plus, effectivement, de cas de corruption, de malversation, etc. Et donc, il y a un problème. Il y a un problème qui rend légitime la question de savoir est-ce que réellement il y a une volonté de rupture ou bien est-ce que ce sont des corps qui sont créés peut-être juste pour la communauté internationale. Mais je vous repose la question au vu de ce qui se passe. Pour faire bonne figure. Oui. Parce que si on prend l'exemple de l'OFNAC, par exemple, donc avec l'ancienne dirigeante, présidente qui a d'une certaine façon... Voilà, Nafi Ngom Keïta, oui, qui a été d'une certaine façon obligé à quitter son poste. Et tout le monde sait le rapport qui a été publié et qui, d'une certaine façon, a indexé un certain nombre de problèmes qu'on rencontre dans un domaine particulier qui est effectivement le coude. Et on a comme l'impression qu'il n'y a pas eu de suite par rapport à ce rapport-là. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on a comme l'impression que l'OFNAC n'existe pratiquement plus, hein, parce qu'effectivement, si je ne me trompe, depuis que Nafi Ngom Keïta est parti, je ne pense pas qu'il y ait eu un rapport qui a été publié et qui montre effectivement des cas de malversation ou de corruption. Sauf que sa nouvelle présidente a dit qu'elle avait déposé sur la table du procureur pratiquement 19 dossiers. D'accord. Mais rapports. Est-ce qu'il y aura des suites par rapport à ces dossiers? C'est ça la question, justement. Voilà. Donc, c'est la question qu'on se pose. Donc, finalement, on peut se demander... On a eu un président quand même qui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, nous a parlé de gouvernance sobre et vertueuse. Et qui a lui-même dit que la CREI, c'était pour les autres, et l'OFNAC, c'est pour nous. Mais effectivement, on se demande si ce ne sont pas juste des professions d'intention qui, effectivement, n'ont de réalité que dans la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne joint pas véritablement les actes aux paroles. C'est l'impression que j'ai. Oui, il est en tout cas dit, professeur Thiam, que l'inspection générale d'État est le bras armé du président de la République. La structure est basée à la présidence et au service du président. Est-ce qu'il ne faut pas réformer l'IGE pour qu'elle soit au service du peuple? Bon, je voudrais revenir, si vous me le permettez, donc sur quelques idées donc émises
par mon co-débatteur, mon collègue, Dr Mbow, que je partage certains points. Il faut dire que l'État, si on se réfère donc à la clarification weberienne de l'État, l'État donc dans sa définition donc est une entreprise politique dont la direction administrative revendique avec succès, dans le respect des règles des lois et règlements, le monopole de la violence physique légitime. Donc cela veut dire que l'État moderne donc, repose sur des règles écrites. Cette notion de bureaucratie, d'administration. Ouais. Donc à partir de là, on peut donc s'accorder sur d'autres grands principes donc, qui nous éclairent un peu sur, excusez-moi, sur certaines notions. Donc, parce que là, on veut parler de questions de transparence. Ouais. Donc l'article 15 de la DDH, donc Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789. Donc cet article 15 dispose que la société a le droit donc, de demander des comptes à tout agent de son administration. Ouais. Donc ce qui suppose donc, une reddition des comptes, comme on le dit souvent. Ouais. Vous avez le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance également, donc, qui est une disposition donc, communautaire. Maintenant, au niveau national, donc, il y a des institutions donc, qui sont mises en place à cet effet. Telles que... Parmi elles, l'IGE. Voilà, parmi elles, donc, nous avons l'IGE. Oui. Bon, maintenant, sur la question de la réforme de l'État, donc, il y a eu des débats. Il y a eu des débats donc, entre les différents acteurs politiques. Par exemple, si on se réfère à la dernière élection présidentielle, les différents candidats donc, ont émis donc, des idées donc, sur cette réforme donc, de l'IGE. Donc, faut-il donc, couper le cordon ombilical donc, entre l'IGE en tant que corps de contrôle et la présidence de la République. Ouais. Donc, il y a cette idée qui a été émise et si on soulève donc les argumentaires, en tout cas qui ont été avancés, c'était qu'il y ait plus d'impartialité. Mais quand même, on peut accorder du crédit quand même à ces hauts fonctionnaires qui sont très bien formés et on sait que le concours d'accès à l'IGE est très difficile, très difficile. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut leur accorder un crédit. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que ce corps de contrôle, donc, qui est quand même un corps élitiste, puisse jouer pleinement son rôle. Il ne faut pas qu'il y ait des dossiers, par exemple, qui sont mises en avant et d'autres. Je pense que c'est la société, comme je l'ai dit, dans les dispositions de l'article 15, qui a besoin d'une certaine transparence. D'ailleurs, je rappelle que Edgar Faure disait dans un colloque 1979 au Luxembourg que si la tyrannie s'enveloppe de mystère, la liberté est la clarté. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise donc, de l'État-nation aujourd'hui, qui fait que les citoyens sont devenus de plus en plus exigeants. Oui. Et ce souci de transparence de la part des citoyens fait que les dirigeants doivent quand même être doivent s'accommoder davantage donc à cette volonté de transparence dans le traitement des affaires. Oui, en attendant donc que ce débat sur la réforme de l'inspection générale d'État soit tranché, Dr Mbow, il y a également l'exemple de la corruption, un indicateur majeur. Le Sénégal est toujours dans la zone rouge. Là aussi, est-ce que c'est la faute aux élites politiques ou faudrait-il changer tout un système? Le problème de la corruption, je pense qu'il y a quand même une grande responsabilité, peut-être même de la société dans laquelle nous vivons. Vous savez, cela ne pardonne pas, cela n'excuse pas peut-être la responsabilité des corrompus. Mais
il y a une énorme responsabilité, en tout cas dans le domaine politique. Parce que le professeur Thiam en parlait tout à l'heure, Max Weber qui effectivement a fait beaucoup de développement par rapport au patrimonialisme, à l'État en Afrique. Et il parle effectivement de l'homme fort, du big man, comme il l'appelle, effectivement, qui doit être quelqu'un qui va glaner un maximum de ressources économiques pour assurer aussi sa survie politique. Tant que la politique dans notre pays sera un moyen d'ascension sociale, il y aura toujours ces problèmes-là liés effectivement à la corruption parce que les hommes politiques, ou en tout cas les gens qui ont une certaine responsabilité, voudront s'enrichir par tous les moyens, y compris par des moyens non légaux. Et effectivement, c'est dans le but finalement d'asseoir leur domination, de faire perpétuer leur puissance au niveau de la population qu'ils vont chercher par tous les moyens à avoir effectivement des richesses. Et donc cela peut, d'une certaine façon, expliquer aussi la corruption qui gangrène effectivement notre société. Voilà. La politique, professeur Thiam, est-ce que cela veut dire qu'elle est devenue un bel exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire, mais que l'on peut faire sans craindre quelque chose, grand-chose? Bon, je dirais que sur cette notion de corruption déjà, qui est la conséquence donc, de cette volonté de transparence. Je pense qu'il y a beaucoup d'élaborations donc, qui ont été faites sur cette question. Les Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui ont leur labo à Niamey d'ailleurs, sur la question de la corruption en Afrique. Vous voyez. Cela soulève également la manière dont la politique est exercée sous nos tropiques, si on peut dire. Mais ce n'est pas le propre, la corruption, de même que le clientélisme, ce n'est pas le propre de l'Afrique. Ouais. Parce qu'il y a des réflexions pertinentes qui ont été faites et les espaces empiriques qui ont été choisis ne sont pas africains. C'est universel. Ouais, voilà, c'est universel. Donc, pour revenir donc, à cette notion de big man dont il a parlé, qu'il a bien expliqué d'ailleurs, donc ce système d'accaparement des ressources qui permet à l'homme politique de pouvoir mieux se positionner dans l'espace politique. Vous voyez, nous avons le cas de Charles Nyonyo, donc, qui est donc un exemple de big man. Vous avez aussi le baron de Mako, donc développé par Éric Philippot. Donc voilà. Donc aux notables, vous voyez, on appelle les notables professionnalisés. Donc c'est que le notable, dans la clarification weberienne, donc c'est celui qui vit pour la politique. C'est-à-dire sa vocation, c'est seulement la recherche de la gloire comme retour. Mais nous sommes aujourd'hui dans un monde où la professionnalisation fait son heure, qui fait que l'activité politique est devenue un métier, considéré comme un métier. Et en tant que tel, donc tout est permis, toutes les formes de comportement sont permises. Ouais. Mais pourquoi, professeur, est-ce que c'est parce que c'est devenu un ascenseur social pour se faire beaucoup d'argent, pour s'accaparer quand même des ressources publiques? Bon, si on fait on peut une approche anthropologique. Vous savez que dans l'imaginaire politique des Sénégalais, la politique est considérée comme un moyen de promotion sociale. Vous voyez, pour remonter un peu à la sociologie de Marcel Mauss, donc l'esprit du don. Le fait de donner. Nous sommes dans une société où, par exemple, il y a des phénomènes qu'on ne peut pas donc occulter. Par exemple, vous avez une cérémonie, nous sommes voisins,
je suis tenu donc moralement d'être toujours présent. Oui, vous voyez. oui. Et en retour, il y a cette dette morale, comme dit donc Marcel Mauss. Vous voyez. Donc nous sommes dans cette situation. Et quand on parle effectivement de cet état néo-patrimonial, vous voyez, donc ça veut dire qu'on va réintroduire donc certains éléments de la tradition dans cette conception moderne donc de la pratique politique même. Vous voyez. Donc à partir de ce moment, nous avons des pratiques qui, en dehors donc de l'éthique et de la morale, donc au sens platonicien du terme, vous voyez, donc qui peuvent faire l'objet de réprobation. Vous voyez. Donc comme la transhumance politique par exemple. Oui. Vous voyez. Aujourd'hui, lorsqu'on analyse ce phénomène, on peut dire dans une neutralité axiologique. Vous voyez, que ça peut être considéré comme une stratégie. Voilà, nous, comme politistes, comment on peut lire cela. Mais dans la philosophie platonicienne, la transhumance politique donc ferait l'objet de réprobation parce que Platon nous dit, donc dans la construction de la cité idéale, que l'action politique doit être recentrée sur l'éthique et la morale. Justement, Ouais. est-ce que cela veut dire donc, par rapport avec cette transhumance politique dont vous évoquez, la politique devait être normalement un sacerdoce, mais sous notre optique, la politique c'est comme un moyen de jouissance et de réjouissance. Quand on entend par exemple la ministre de la Femme dire, pour répondre à Habib Sy, qui a demandé pour que les élections anticipées soient tenues en 2020, qu'il a la nostalgie du pouvoir, ce qui veut dire qu'il y a des non-dits. Bon, c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. La politique, c'est vrai, ça a beaucoup évolué avec cette notion de professionnalisation, ce processus de professionnalisation. Vous voyez. Et à partir de là, il y a des pratiques, des comportements qui sont aujourd'hui dans l'espace politique, que nous voyons dans l'espace politique. Qui quand même ne sont pas la noblesse de l'activité politique. Vous voyez, parce que les Grecs, si on remonte plus loin, les Grecs ont commencé par l'idée de réflexion politique sur la recherche du meilleur gouvernement. Du meilleur gouvernement. Donc, dans un contexte où la société grecque avait connu certaines dépravations des mœurs, etc. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la politique telle qu'elle se pratique au Sénégal a changé et connaît parfois même des dérives. Oui. Vous voyez, où par exemple les injures, tout cela est aujourd'hui considéré comme une ressource politique. Vous voyez, pour se faire valoriser, il faut insulter, tout ceci, cela. C'est un gain politique. Voilà, bon. C'est pourquoi la politique, dans sa lettre de noblesse, ne devrait pas être cela. Parce qu'il faut quand même satisfaire donc les préoccupations, les besoins, l'intérêt général, surtout au sens de Rousseau. En tout cas, on assiste à des détournements de ressources publiques, à des fins privés, d'abus de fonction et de conflits d'intérêts. Dr Mbow, l'impunité dont certains se prévalent au point de se croire au-dessus des lois. Oui, Binta, malheureusement, c'est ce qu'on note actuellement au Sénégal. Mais tout cela, je pense, est lié au patrimonialisme, au néopatrimonialisme dont on parlait tout à l'heure. Oui. Donc, ce qui veut dire que l'homme politique qui se sent au-dessus des lois et qui effectivement va utiliser les moyens publics ou les moyens qui appartiennent donc à tout le monde à des fins personnelles, effectivement, ça c'est un problème qu'on peut rencontrer dans pas mal de pays africains, y compris au Sénégal. Donc ça c'est un problème. Et au sens noble du terme, pourtant, l'homme politique doit servir le peuple et non se servir. Oui, absolument. Et comme disait Youssou N'Dour à la Lumbolo, Bukofoy,
Donc, effectivement, ce sont des choses qu'il faut, à mon avis, vraiment condamner. Et ce n'est pas du tout, effectivement, ce qu'on attend d'un homme politique. Effectivement, un homme politique doit savoir faire la séparation des biens publics, effectivement, de ces biens privés. Mais on a pu noter, effectivement, je pense que sans le dire, vous pensez à cette histoire des gazelles, effectivement. Oui, ça fait partie des lots. Voilà. Donc, ces gazelles que l'on a eu du mal à réintroduire au Sénégal parce que c'est une espèce qui avait pratiquement disparu et que dans les années 99-2000, on a, avec la coopération de l'État israélien, je pense, acquis un certain nombre de gazelles que l'on a réintroduit dans leur habitat naturel, dans le Ferlo. Et effectivement... Sous le magistère d'ailleurs de Modou Diagne Fada, alors ministre de l'Environnement. Voilà. Donc, ces gazelles qu'on a eues avec beaucoup de difficultés, on nous apprend effectivement, et ça aussi, c'est un problème parce que s'il n'y avait pas eu l'accident, effectivement, s'il n'y avait pas eu ces deux gazelles mortes peut-être lors du transfert donc, de cette réserve de Ranérou vers une autre réserve. Les Sénégalais ne seraient pas informés. Voilà, les Sénégalais ne seraient peut-être pas informés. Et effectivement, on peut se demander, mais combien de transferts il y a eu? Et combien de ministres en disposent? Combien de transferts il y a eu qu'on ne connaît pas? Combien de ministères ou de ministres ou de hauts responsables de l'État ont bénéficié de cela? On peut se poser cette question. Alors, et on peut se poser des questions parce que le ministre de l'Environnement qui fait un communiqué qui quand même est empreint de zone d'ombre, parce qu'effectivement, on ne dit pas la réserve privée à qui ça appartient. On nous parle d'un protocole d'échange qu'on ne maîtrise pas. Et paraît-il, il y a une loi de 86 qui réglemente tout cela. Et il dit dans le communiqué qu'il n'y a pas de loi. Donc, ce qui explique ce protocole-là. Donc, tout cela, ce sont des choses qui, à mon avis, créent des suspicions. Et effectivement, il y a beaucoup de choses. Ce qu'on peut tirer comme conclusion par rapport à cette affaire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que nous ignorons. Oui. Nous ne savons pas. Et à mon avis, quand on est dans un État, on ne peut pas dire que, effectivement, il ne peut pas se produire des choses comme ça. Tous les États, tous les présidents, tous les gouvernants font face à des crises. Mais peut-être la différence, ce sera les conclusions qu'il faut en tirer, les enseignements qu'il faut en tirer. Mais justement, et l'on ne semble pas, Dr Mbow, je vais rester avec vous, vouloir mettre fin à l'impunité dont jouissent certains proches du chef de l'État, quand le président va jusqu'à menacer des assujettis d'aller déclarer leur patrimoine avant la fin août. C'est quand même un exemple. Est-ce qu'il ne faut pas quand même tout faire pour inverser la spirale de la privatisation des ressources publiques, foncières et forestières? Voilà, donc votre question englobe énormément en réalité, c'est beaucoup de points que vous avez abordés dans votre question. Quand vous parlez de déclaration de patrimoine, par exemple, ça, je pense que c'est une chose que les ministres devaient faire il y a longtemps et que, effectivement, certains d'entre eux n'ont pas encore fait. Bon, moi, je pense que est-ce que c'est ça aussi, c'est ça qui va régler les problèmes? Parce qu'un ministre peut déclarer plus qu'il n'a. C'est possible, hein? Est-ce que c'est ça qui va régler le problème?
ceci me permet de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que quand il y a des cas de malversation, de corruption, etc., le problème au Sénégal, c'est qu'on en parle pendant quelques temps. Après, ça passe, on oublie. On ne prend aucun enseignement par rapport à cela, alors que dans d'autres pays, c'est l'occasion, effectivement, de punir les fautifs et peut-être de mettre sur pied des lois qui vont être appliquées dans des cas similaires pour sanctionner les responsables. Et des lois qui soient appliquées. Le problème aussi, c'est qu'au Sénégal, on a énormément de lois et qu'on n'applique pas. On a énormément d'institutions qui ne servent à rien. Donc, je pense qu'il faudrait quand même prendre des enseignements par rapport effectivement à un certain nombre de choses. Mais justement, professeur Thiam, est-ce que tout cela ne découle pas du fait que nous n'avons pas un État moderne, légal, mais plutôt, comme vous l'avez dit tout au long de cette émission, un État néo-patrimonial? Voilà. Bon, je pense que cette question, quand on parle de transparence, ou bien de néopatrimonialisme, il faut préciser une notion qui me semble importante pour mieux voir. C'est cette notion de différenciation. Ouais. Pour comprendre cette notion de différenciation, je vais me référer un peu à cette sociogénèse donc, de l'État, c'est-à-dire l'apparition de l'État moderne en Occident, donc à la fin du VIe siècle, Moyen-Âge. Ouais. Donc, dans cette sociogénèse de l'État, Norbert Elias, par exemple, nous montre à travers 5 phases comment l'État a émergé donc, en Europe, donc avant d'être transposé ailleurs. D'abord, c'est la phase de la féodalité. Et quand on parle de patrimonialisme, donc il y a cette forme donc traditionnelle donc qui se met donc en relief déjà. Ensuite, il y a la phase de la loi des monopoles où par exemple le roi va donc avoir le monopole de tout. Vous voyez, monopole fiscal, monopole administratif, monopole militaire. Vous voyez, ensuite, la phase de la centralisation qui est une conséquence de cette loi du monopole. Vous voyez, et la phase de la différenciation. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus de construction donc, d'un État, d'une institution, ce qui doit survivre à ses créateurs. Vous voyez, cette phase de différenciation est très importante parce que le roi donc, avait un pouvoir personnel. Vous voyez, et pour dépersonnaliser donc, ce pouvoir, il faut séparer donc, le domaine privé du domaine public. Voyez, donc ça veut dire que quand vous êtes président de la République et que vous aviez donc des canards ou bien des paons ou bien des gazelles, donc il faut faire la part des choses, ça c'est privé. Donc la part des choses avec par exemple ce que vous allez retrouver par exemple au palais présidentiel. Voyez, donc il faut séparer le domaine privé du domaine public, le domaine donc spirituel, voyez, du domaine temporel. Donc, à partir de là, on dépersonnalise le pouvoir. Voyez. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Voyez, parce qu'on veut créer une institution. À partir de là, Elias donc, va dire qu'il faut faire donc, ce qu'on appelle une institutionnalisation. Il faut institutionnaliser, donc mettre en place cette institution. Et c'est pourquoi on parle souvent donc, de cette doctrine des 2 corps du roi, donc le corps mystique et le corps donc, physique. C'est-à-dire que le président de la République, par exemple, donc, a 2 corps. Le corps physique, donc une personne physique comme vous et moi, mais aussi une institution. Ça, c'est le corps mystique. Ouais. C'est souvent, par exemple, quand on dit certaines choses sur le président, donc voilà, on invoque l'article 80, voilà, c'est l'institution qu'on a attaquée, etc., etc. C'est le corps mystique. Ouais. Donc, à partir de là, donc, on voit que cette différenciation donc, est fondamentale donc, dans
la mise en place donc, de l'État moderne. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que nous avons une certaine forme d'hybridation de cet État qui fait que souvent on se pose des questions. Donc, est-ce que, par exemple, ce modèle libéral, ce modèle libéral est soluble dans nos sociétés, nos sociétés qui sont des sociétés plurales, c'est-à-dire caractérisées par une diversité ethnique, une diversité culturelle, politique, religieuse, etc. Vous voyez, donc c'est ça aujourd'hui, cette question de l'État. Donc je pense qu'il faut repenser cette problématique de l'État dans nos contextes extra-occidentaux. Donc je pense que ça c'est fondamental. Mais justement, comment faire pour sortir de cette personnalisation ou de cette hybridation de l'État? Est-ce qu'il faudrait travailler sur les élites, Dr Mbow, ou sur la société elle-même? Peut-être les deux, sur les élites et sur la société, mettre sur pied un certain nombre effectivement de lois qui vont peut-être changer. Si on prend l'exemple de la France, par exemple, Dr Thiam parlait tout à l'heure des biens privés du président et des biens communs. Absolument. Est-ce que vous savez qu'en France, par exemple, le président qui se déplace vers un autre pays et qui reçoit un cadeau, quand il retourne en France, il ne garde pas ce cadeau-là pour lui. Un ministre aussi qui reçoit un cadeau dans le cadre de son déplacement ne garde pas ce cadeau-là. Si vous allez en France, à l'Élysée, il y a une pièce qui est dévolue à recevoir, qui est destinée à recevoir les cadeaux que les ministres, les présidents reçoivent dans le cadre effectivement de leur déplacement. Ce qui veut dire que, effectivement, parce que quand on part, par exemple, dans un autre pays en tant que président de la République française, on reçoit un cadeau, c'est pour la France. C'est pas pour le président. Donc, c'est ce dont parlait tout à l'heure le docteur Thiam. Et donc, c'est valable aussi pour les professeurs Thiam. C'est valable aussi pour les ministres. Et ils ont mis sur pied, effectivement, des lois, effectivement, pour faire respecter ce genre de choses. Et je pense aussi qu'au Sénégal, ce n'est même pas admissible qu'effectivement un ministre qui reçoit un cadeau qu'il ne garde pas. Je ne pense pas que les ministres vont restituer à quiconque un cadeau qu'ils ont reçu dans le cadre d'un déplacement où ils étaient partis représenter le Sénégal. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un cadeau pour eux, c'est un cadeau pour le peuple sénégalais. Parce que s'ils n'étaient pas ministres, ils n'allaient pas recevoir cela. Un président aussi, s'il n'était pas président du Sénégal, il n'allait pas recevoir ce genre de cadeau. Donc, à mon avis, il faudrait les deux, au niveau des élites, au niveau des représentants, mais aussi faire un travail peut-être au niveau de la population. Ça va être très difficile parce qu'en fait, il y a la plupart des comportements qu'on peut noter à travers effectivement nos dirigeants. C'est des choses que nous avons imposées d'une certaine façon. C'est la société qui impose. Si vous prenez par exemple un député, est-ce que vous savez combien de demandes, combien de sollicitations ils reçoivent de la part de leur localité, des habitants de leur localité, de la part effectivement des gens qui pensent que voilà, le député quand même c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'argent, etc. Et donc du coup, ces sollicitations-là, les députés les reçoivent, les ministres et les autres personnes qui sont peut-être directeurs d'une entreprise, etc. Et tout cela pousse certainement ces dirigeants à avoir des comportements malsains. Oui. Donc, quelqu'un qui est directeur quelque part
eh bien, les gens de sa localité, parce que aussi il est homme politique, s'attendent à ce qu'il investit, ce qu'il donne effectivement aux habitants. Parce que effectivement, la société sénégalaise considère que effectivement, quand on est un homme politique, quand on est un responsable, on doit effectivement aussi aider les gens de sa localité. Oui. Et donc, c'est mal vu qu'un directeur, par exemple, ne recrute pas les gens de sa localité. Alors que s'il le fait, il est dans l'illégalité. Ça peut le pousser effectivement à ne pas respecter un certain nombre de règles. Alors, c'est en cela que je disais que effectivement, il y a une responsabilité des élites, mais il y a une responsabilité également de notre société. De notre mode de vie. Oui. Et donc, ce qui rend effectivement difficile un certain nombre de choses. Mais en tout cas, il y a un éveil de conscience qui est en train de naître, professeur Thiam. Est-ce que cela peut participer quand même à repenser nos États? Je pense, comme il l'a dit, effectivement, il faut aborder la question dans les deux sens. Parce que d'abord, il y a une question de sélection des élites. Vous voyez, il faut bien repenser cela, même si les fonctions sont des fonctions politiques et qu'au niveau des partis politiques qui sont des organisations privées, il y a une manière dont les candidats aux élections sont choisis. Aujourd'hui, les profils, souvent, ne sont pas, en tout cas, abordés dans le sens que, par exemple, l'homo sénégalensis donc, aurait aimé que ce soit. Vous voyez, mais souvent, c'est l'aspect, surtout donc, électoral donc, qui est mis en avant. Vous voyez. Donc, je pense que d'abord, il faut revoir donc, le mode de sélection donc, de nos élites politiques. Ouais. Et cela est une responsabilité donc, des partis et coalitions de partis qui concourent donc, au suffrage des Sénégalais. Donc ça, c'est une première chose. Du côté des administrés, donc des populations, comme vous et moi, donc là aussi, il y a une responsabilité. Mais comme il l'a effectivement souligné, nous sommes dans une société où les rapports sont très personnalisés, vous voyez, et qui fait que souvent, les hommes politiques, parfois ils sont fatigués quand même, parce que nous faisons quand même des enquêtes, donc sociologiques, et souvent ils sont quand même parfois... on peut les considérer comme des ambulances sociales. Imaginez déjà à l'approche de ce fait de Tabaski, donc parfois ils s'oublient eux-mêmes et leur famille. Je pense que là aussi, il faut voir donc, le mode de fonctionnement de notre société. Mais quand même, il y a, comme vous l'avez effectivement dit, quand même une prise de conscience. Donc il y a une évolution donc, des mentalités et qui va faire que en tout cas, les dirigeants seront amenés donc, à voir la réalité, donc mieux voir la réalité donc, en face et essayer quand même de savoir que il y a une chose publique, la res publica, donc, qui sont amenés donc, à gérer. Et cela demande donc, un devoir d'impartialité, voyez, donc une certaine équidistance donc, par rapport donc, à cette chose publique. Et ça, c'est important de le souligner pour qu'au moins qu'on soit donc, dans un état où chacun pourrait quand même retrouver donc, la place donc, qui est donc, la sienne. Je pense que ça, c'est en tout cas un devoir ou bien même un impératif donc, pour donc, les gens qui nous gouvernent. Très bien, merci à nos invités, professeur Abdourahmane Thiam, agrégé en sciences politiques, chef du département Sciences Po à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également à docteur Moussa Mbow que nous avons tiré de son lit ce dimanche, enseignant-chercheur, spécialiste des sciences de l'information et de la communication, formateur au département communication à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci beaucoup à Mohamed Ali Mouba à la réalisation. Oui.
Voilà, vous m'avez tiré du lit, mais ça a été un plaisir d'être avec vous, Binta. Merci beaucoup, Dr Mbow. Merci à Mohamed Alimouba, disais-je, qui était à la réalisation de cette émission. Merci et bon dimanche.